Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, on se concentre sur l'EDD. Voici sans plus tarder le sommaire EDD pour éducation au développement durable. Le dernier rapport du GIEC tire une fois encore la sonnette d'alarme concernant les enjeux climatiques, environnementaux. Quels enseignements à l'école? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Éco-école, label E3D, l'éducation nationale soutient, vous le savez, les initiatives en développement durable. Faut-il aller encore plus loin? Comment sensibiliser le plus grand nombre? La France est-elle dans le bon tempo par rapport à ses voisins européens? Là aussi, on se posera la question. La transition écologique pour défi, sans oublier la révolution technologique avec cette course dans le domaine du digital. Les deux objectifs sont-ils oui ou non conciliables? Et quelle école pour demain en France? On pose la question dans un instant à mes invités. Bonjour à Samuel Cazenave, merci beaucoup d'être avec nous. Je me suis concentré. Vous avez vu, j'avais Cazenave en tête, j'ai dit Cazenave. Oui, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est bien, mais cela dit, c'est plutôt flatteur. Conseiller EDD du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, auteur notamment de L'ultime combat de Napoléon. C'est aux éditions Ginko, un livre prémonitoire. J'espère pas. On en reparlera dans un instant. Un livre effectivement de réflexion. Clément Spiegel. Bonjour. C'est en allemand. Je me souviens que c'est l'oiseau. Spiegel, tout à fait. Spiegel. Voilà, Der Spiegel. Spiegel. Vous êtes élu au conseil économique de la vie lycéenne et élève de première au lycée Lavoisier. Ça se trouve dans le 5e arrondissement de la capitale. On parle de tout ça dans un instant, juste après la loupe avec Irina. Irina Capron, salut. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors, le développement durable est-il enseigné à l'école comme une matière, oui ou non? Alors, le développement durable est présenté selon des approches interdisciplinaires et transversales de la CP à la terminale, c'est-à-dire en français et dans les disciplines artistiques, on va porter le regard sur la nature à travers des auteurs et des artistes. En technologie, nous allons étudier les cycles de vie et les contraintes environnementales d'un objet et en histoire, les changements climatiques depuis les débuts de l'industrialisation. Alors non, ce n'est pas une matière à part entière, mais tout au long de la scolarité, eh bien, les élèves apprennent sur l'environnement, le vivant et les conséquences des questions liées au développement durable. Enseignement transversal, que peuvent faire donc les écoles justement pour sensibiliser le plus grand nombre d'élèves? Alors par exemple, l'école peut désigner un délégué développement durable dans chaque classe qui s'occupera de veiller au tri des déchets de la classe, de récupérer des anciennes piles ou des cartouches d'imprimantes pour pouvoir les recycler ou même aider à planter un arbre autour de l'établissement scolaire. Ensuite, l'école peut proposer aux enseignants de récupérer l'eau de pluie pour pouvoir arroser les plantes de la classe. Elle peut également participer à plusieurs sorties extrascolaires dans un centre de tri de matières recyclables, organiser un défi boîte à lunch zéro déchet ou encore mettre en place un programme de compostage pour encourager les élèves à transformer leurs déchets organiques en compost. Il y a beaucoup d'idées. Et alors, justement, ces écoles, est-ce qu'elles peuvent participer à des concours? Exactement, pour motiver davantage les jeunes à s'intéresser au développement durable, les établissements scolaires peuvent participer à plusieurs concours, comme par exemple Cube.S, le grand concours d'économie d'énergie entre établissements français. Les objectifs sont la mobilisation des bons usages et l'optimisation des installations techniques, l'éducation aux économies d'énergie et la meilleure anticipation des travaux de rénovation énergétique. Et il y a également la Coupe de France du potager. Allez! Et oui, ouverte à tous les établissements scolaires. Le concours invite les élèves à créer et entretenir un potager et découvrir le travail de la nature tout en prenant conscience, bien évidemment, des enjeux de la biodiversité et de sa préservation. On en a consacré des émissions entières au projet Éco-école et au label E3D, mais j'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est. Et oui, le label E3D établissement en démarche de développement durable est attribué aux écoles, aux collèges, aux lycées qui entrent en démarche globale de développement durable. Les écoles E3D associent l'ensemble de la communauté éducative. Et Éco-école, eh bien, c'est un synonyme, si on peut le dire, du label E3D, sauf qu'il s'agit d'un programme international. C'est une version française de EcoSchool, donc un programme international d'éducation au développement durable, lancé en 2005 par l'association Terragir, soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Éco-école accompagne en fait les établissements scolaires à devenir une école propre et responsable après avoir choisi une des 8 thématiques, donc par exemple alimentation, biodiversité, climat, déchets, eau, énergie, santé ou encore solidarité. L'établissement doit ensuite avoir un diagnostic de son état des lieux pour avoir un plan d'action afin d'améliorer les valeurs citoyennes durables en matière d'écologie. 21 sur 20 pour Irina Capron, comme d'habitude. Merci. C'est l'expression orale.
Mais bon, c'est pas la peine de crâner non plus. Je vous vois venir. Dans l'écologie, il y a le mot école. Dans quelle mesure l'école est la pierre angulaire concernant justement cette transition écologique? Samuel Cazenave. Dans l'éducation au développement durable et dans l'écologie, il y a surtout à l'école la capacité de réfléchir aux grands enjeux du monde contemporain. C'est-à-dire qu'on va réfléchir évidemment à ce que disait Irina, tous ces actes qui peuvent être produits, accompagnés d'une démarche pédagogique. Il ne s'agit pas seulement de faire du tri, il ne s'agit pas seulement de planter un arbre, il s'agit de se demander pourquoi on le fait. Et donc à partir du moment où on se pose cette question-là, on met en regard un certain nombre de connaissances qu'on doit mobiliser, scientifiques, SVT, historiques, géographiques. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est de rendre le cerveau de nos enfants plus souple, plus efficace. Au fond, à travers l'enjeu, qui est un enjeu incontestable, vous le rappeliez, le GIEC l'a dit il y a encore 15 jours, un enjeu majeur, et une urgence absolue. À travers ça, on peut gagner en intelligence collective et même en intelligence individuelle. On mobilise le cerveau de façon globale, on donne du sens aux savoirs académiques qui, d'ordinaire, sont livrés de façon un petit peu, je dirais, verticale. Vous avez les maths, vous avez le français, etc. Là, on peut faire des groupes de projets qui vont élaborer des projets collectifs, parfois complexes, sur des réalités qui elles-mêmes sont complexes. C'est les objectifs de développement durable, c'est l'ONU, c'est 17 objectifs, c'est la complexité du monde actuel que les jeunes aujourd'hui ont un peu l'impératif en tête de construire, de comprendre, d'élaborer. C'est leur enjeu. Et l'école aujourd'hui, elle doit leur permettre de construire ce monde nouveau. Et donc il vaut mieux un enseignement transversal, Clément Spiegel, ou à votre avis une matière dédiée justement au développement durable et aux enjeux climatiques? C'est-à-dire, je pense que l'enseignement transversal permet de faire le lien entre l'écologie et d'autres choses qu'on connaît déjà. Donc, ça fait peut-être plus réaliste, on va dire. On se pose dans un cadre qu'on connaît. Maintenant, c'est clair qu'avoir une matière vraiment dédiée à ça permettrait peut-être d'aller un peu plus loin, d'être plus précis sur certains points, bien sûr. Ça, vous l'entendez, Samuel Cazenave? Alors, je l'entends, mais je vais apporter une petite nuance. J'entends la nécessité d'avoir une réflexion globale sur ces enjeux-là, encore une fois en mobilisant toutes les connaissances nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est nouveau. Pour autant, ça n'est pas une matière. C'est l'agrégation de plusieurs matières. Et l'intérêt que ça présente, c'est qu'on peut travailler ensemble avec plusieurs profs en même temps, avec des partenaires extérieurs à l'école, dans l'école et en dehors de l'école. C'est ça l'intérêt. C'est pas de faire une matière en soi-même, parce que vous ne trouverez pas un spécialiste de toutes les matières en même temps, de toute la complexité du monde actuel. Il faut rassembler les intelligences, et c'est, à mon avis, ce dont l'école a aujourd'hui le plus besoin, ce vers quoi elle doit aspirer, c'est rassembler toutes ces compétences, et encore une fois, internes et externes. On doit parler d'alimentation, de santé, d'environnement. Tout ça, en fait, c'est le même sujet. C'est le monde de la citoyenneté du XXIe siècle. Clément Spiegel, comment vous parlez, vous, justement, du développement durable et de tous ces enjeux climatiques à l'école, au lycée? Je crois que ça a déjà été assez bien résumé en introduction, mais... Mais vous en parlez vraiment à la cour de récré c'est un enjeu Alors, c'est vrai qu'en tout cas au lycée, et même j'imagine au collège, dans la cour de récréation, nous avons souvent d'autres sujets de conversation, évidemment. Pour les filles, j'ai compris, merci de revenir. Il n'y a pas de souci, Clément, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, en géographie, il y a toute une partie du programme qui est basée sur le développement durable. En histoire, évidemment, on regarde les évolutions qui ont eu lieu au cours du temps. En technologie, on regarde comment on peut gérer les énergies thermiques, etc. Donc, voilà, tout au long de notre scolarité, on en parle évidemment. En effet, dans la cour de récréation, ce n'est pas le sujet principal, pour le moment, en tout cas. Dans une tribune que vous avez écrite, co-signée par la styliste Agnès B, le climatologue Jean Jouzel, ou encore le champion NBA, le champion de basket Tony Parker, vous dites que l'école doit enseigner une politique du vivant, c'est-à-dire? Justement, c'est vraiment ça. Alors, je vais revenir une seconde sur ce qui a été dit, parce qu'au fond, ce qu'on vient de dire là, c'est qu'on a besoin de comprendre la complexité. C'est pas simple. Et par conséquent, il faut construire une espèce de pack de connaissances qui doit s'égrener effectivement sur l'ensemble du parcours scolaire. C'est ce qui a été fait. 2019, tous les enseignements du collège, 2020, tous les enseignements du lycée, on leur a perfusé du verre, si je puis dire. Partout. Les éco-délégués, ça n'a que 2 ans. On les a lancés, il y en a 250 000. 250 000. À rappeler, effectivement, le candidat Macron, c'était samedi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire un éco-délégué élu par classe. Et tout ça s'est mis en place de façon très récente. Et ça, c'est vraiment efficace?
Ça doit l'être, c'est très récent. Dans une grande maison où il y a près de 63 000 établissements, vous avez 13 millions d'enfants. Je pose une question, mais on a fait une émission là-dessus, on a d'excellents retours. C'est très créatif, ça donne envie aux enfants d'aller vers cette connaissance-là, et encore une fois de travailler ensemble. C'est quelque chose de très très nouveau qui, encore une fois, impulse une dynamique qui est sans précédent. Vous parliez, Irina, du concours. Des moyens de mobiliser les jeunes. On a créé un concours il y a 2 ans, concours des éco-délégués. C'est un concours national qui fait l'objet d'une reconnaissance au niveau académique puis au niveau national. On a remis une première fois des prix. Cette année, en juin, on le refera. Donc, on a mis beaucoup de choses en place. Je voulais vous le dire parce que les choses se sont structurées de façon un peu empirique, mais en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas une question de politique pour vendre quelque chose, puisqu'on est à un moment où la présidentielle est passée. Oui. Mais je veux le dire, c'est très important. Le sujet est complexe, il mérite d'autres efforts. Voilà. Mais est-ce que, justement, vous parlez de la campagne présidentielle, est-ce qu'elle est passée à côté de ces enjeux ? C'était un peu l'objet, justement, de cette tribune que vous évoquez, et c'est à ça que je voulais venir précisément, c'est que effectivement, ça n'a pas été un sujet structurant des débats, curieusement d'ailleurs, parce qu'a priori, le débat écologique est quand même celui de la jeunesse. L'attente là-dessus, elle est absolument majeure, et on est passé à côté. Et au fond, c'est vrai que ce sujet aura été évoqué en fin de campagne à Marseille par le président, évoquant des sujets très très précis, y compris l'éducation au développement durable tout au long de la vie. Ça, c'est un sujet effectivement déterminant, et il faut qu'on prépare les cerveaux des jeunes comme des plus âgés, les nôtres aussi, à ces enjeux qui viennent et qui auront un impact sur notre vie économique, sur notre vie sociale, sur notre vie démocratique, sur tous les aspects, sur notre alimentation, sur les relations internationales. Absolument tout va être impacté par ce sujet-là. Il y a le rapport du GIEC, effectivement, ce 3e volet qui est pour le moins inquiétant. Il y a aussi la guerre en Ukraine, effectivement, depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant. Ça aussi, ça a fait l'effet d'accélérateur, d'après vous, concernant ces malheureusement, oui. D'abord, l'effet... Il y a les origines qui sont des origines historiques, mais il y a les origines aussi qui sont liées à des ressources. Ces ressources-là, malheureusement, sont des ressources auxquelles qu'on devrait oublier. On aurait dû passer à d'autres types d'énergie qui auraient évité que ce conflit puisse se déclencher et s'agréger sur cette partie-là, en tout cas des notions économiques classique. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue autour de l'Ukraine, qui retarde aussi d'autres changements qui sont à venir. Donc c'est un énorme problème. Clémence Puyol, à propos justement de la transition écologique, est-ce que vous avez le sentiment, vous, à votre niveau, et quand vous en parlez avec tous les autres lycéens, puisque c'est vrai que vous réunissez une fois par trimestre, on va dire. À peu près, oui. C'est ça, avec le recteur de l'Académie de Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique, que l'éducation nationale, prend ces sujets à bras-le-corps ? Eh bien, c'est-à-dire que le sujet du dernier CAVL, de la dernière réunion des lycéens, était justement les ODD. On a passé près d'1 heure et demie à parler de tout ce qui était fait au niveau de l'académie pour améliorer et pour suivre ces ODD. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau de l'académie ? Eh bien, si on peut parler de nichoirs à oiseaux qui sont mis dans la plupart des lycées, on peut parler de clean walk qui sont organisés. C'est quoi un clean walk ? Alors tout à fait, un clean walk. Je connais le moonwalk, mais le clean walk. Le clean walk. Alors, ça ne vous aura pas échappé, ça vient de l'anglais. Voilà. C'est une marche faite, en l'occurrence par des lycéens. Là, c'était dans le district Est de Paris. Et le principe, c'est de ramasser tous les déchets qui traînent dans la rue. Donc, ça a plutôt bien marché. Il me semble 3 sacs poubelles de mégots, des montagnes de papier, de serviettes en papier, etc. Et l'intérêt des Clean Walk, c'est que ça envoie un message assez fort, en fait, notamment aux adultes qui voient les plus jeunes ramasser leurs propres déchets. Voici. Ensuite, par exemple, dans les lycées hôteliers, il y a on essaye de privilégier les circuits courts pour s'approvisionner de la nourriture, etc. Donc il y a une certaine multitude d'actions qui sont faites, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens, c'est la jeunesse qui doit s'emparer avant tout de ce sujet et ne pas attendre l'action éventuelle des aînés ? Eh bien, c'est-à-dire que la jeunesse, si elle s'empare du sujet, déjà, il faut réussir à s'en emparer. C'est pas si facile, mais on essaye. Mais si elle s'en empare... Mais à votre niveau, avec ce type d'action, justement, ça envoie un message, c'est bien ? Bah oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est si la jeunesse fait elle-même des actions et que les aînés s'en rendent compte, ça aura un impact assez fort psychologiquement. Samuel Cazenave, sensibiliser les jeunes, ça veut dire obligatoirement sensibiliser les adultes ?
Les jeunes ont une responsabilité, ils ne peuvent rien faire seuls en fait. Et on est là, nous l'école, nous parents, pour accompagner vers la connaissance. En fait, c'est quand même le premier devoir des parents, c'est de protéger les enfants et de permettre leur émancipation. Et leur émancipation, elle est intellectuelle. Il faut leur donner les outils de la compréhension de ce monde. Donc l'école a un rôle absolument fondamental. Et ensuite, à leur tour, les enfants, avec leur capacité de créativité, d'invention, de sens critique, peuvent revenir chez eux avec des projets nouveaux, emporter avec eux leurs frères, leurs sœurs. Et c'est pour ça que quand on crée 250 000 éco-délégués, derrière, vous avez des familles, vous avez des millions de personnes qui peuvent être emportées. Donc c'est un effet générationnel considérable qui a été souhaité là, et j'espère qu'il portera des effets, y compris concrets. Vous parliez du concours CUBES, par exemple. Ouais. Là, c'est un concours qu'on fait avec un partenaire, qui veut dire qu'on ne fait pas d'éducation au développement durable sans des partenaires. Partenaires, collectivités territoriales, associations, fédérations, fondations, que sais-je. Et c'est dur de les sensibiliser ? De sensibiliser les parents, les enfants, qui ? Les partenaires. Les partenaires, ils viennent naturellement. Les collectivités territoriales, on parlait à l'instant de l'Académie de Paris. Ouais. Il y a le projet Oasis à Paris. C'est un projet extrêmement intéressant où on végétalise. Il y a des projets aussi où on piétonise des rues pour l'accès aux écoles en particulier. Donc en fait, les partenaires, ils sont demandeurs. Au fond, l'école, plus que jamais sur le domaine de l'éducation et du développement durable, elle est au milieu du village. Et toutes les portes doivent être ouvertes. Tous les champs doivent s'ouvrir vers tous les partenariats possibles. C'est essentiel. Et n'oublions pas que quand on parle d'environnement, on parle de tout ce qui est lié à l'environnement. On parle de votre alimentation, on parle de vos transports, on parle de vos relations avec l'altérité en général. Donc en fait, on parle vraiment d'une nouvelle forme de civisme et d'une nouvelle forme d'activité économique aussi. Les nouveaux métiers sont derrière. Donc ça part d'une culture, puis ça va vers une compétence, puis ça va vers une vie civile et collective complète. Et c'est notamment symbolisé, Irina en parlait en début d'émission sur le projet Éco-École ou encore sur le label E3D. Ce sont des cartons, c'est une véritable réussite, effectivement, c'est entamé depuis quelques années. D'après vous, il faut réussir à généraliser ce type de label ou ce type de projet ? C'est l'idée ? Incontestablement, il faut le faire. Mais je vais vous dire, je vais vous faire un petit scoop. En fait, ça va se faire de façon tout à fait naturelle. Il y a eu la loi climat-résilience qui a été votée en août dernier. Et dans cette loi, l'article 6 prévoit que ce qu'on appelait les CESC deviennent des CESCE, grosso modo. C'est un espace de discussion où on réfléchit au projet de l'établissement sur des enjeux qui étaient jusque-là de santé, d'éducation à la sexualité, etc. On a élargi tout ça à l'environnement. Mais en l'élargissant, en réalité, on l'a élargi à tous les enjeux du XXIe siècle pour les jeunes. C'est-à-dire que demain, l'Éducation nationale va pouvoir imposer, au final, le label E3D à bon nombre d'établissements ? À partir du moment où le CESCE a fonctionné, je dirais que 63 000 établissements peuvent devenir, au fond, E3D assez naturellement. Et donc, c'est ça la véritable révolution, sachant qu'il faut le dire, parce qu'on parle de l'E3D, ça paraît un peu abstrait. Aujourd'hui, on est passé, grosso modo, en 2018, on avait 1600 établissements qui étaient en E3D. En 2021, on en a 7700. Donc il y a eu une accélération considérable. Alors, ce n'est pas beaucoup encore par rapport au nombre d'établissements. Mais le cap qu'on vient de passer avec ce projet de loi, devenu loi en août dernier, en fait, à mon avis, est un cap réellement hyper structurant pour les établissements et pour les jeunes partout en France. Clément Spiegel, comment ça se passe, vous, dans votre établissement, dans ce lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement de la capitale ? Est-ce que c'est un établissement qui est sensible, justement, aux questions environnementales ou pas forcément ? Eh bien, nous avons des éco-délégués, évidemment. Donc déjà, c'est une première marche. Ça montre quand même que le lycée est assez impliqué. Les actions qu'on essaye de mettre en place, par exemple, il y a des poubelles jaunes, on essaye de les généraliser, d'en mettre dans chaque classe. Nous avons acheté il y a quelques années 2 magnifiques panneaux solaires. Donc, au niveau de la consommation énergétique d'un établissement, c'est très peu, mais on va dire que c'est une première marche. Et on continue d'essayer de trouver des nouveaux projets en permanence avec notre CVL. Voilà, donc, et en cela, justement, l'Éducation nationale est là pour soutenir toutes les démarches, tous les projets, y compris pour des lycées qui sont dans la capitale. Donc c'est peut-être, j'allais dire plus compliqué, mais c'est pas forcément plus compliqué. Mais on a fait une émission, c'est vrai que c'est en ruralité où il y a peut-être plus de démarches. En Bretagne aussi, on a vu beaucoup d'établissements, beaucoup de lycées, beaucoup de collèges qui sont peut-être plus sensibilisés à cette thématique de la nature. Oui, ce ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans le milieu rural, le monde rural, et que vous êtes dans une partie de la France où, par exemple, on fait beaucoup d'élevage, il faut pouvoir expliquer ce que ça veut dire la consommation de viande
par rapport aux enjeux et de biodiversité et climatique, ce qui n'est pas facile à faire comprendre. Bien sûr. Donc là, c'est un enjeu qui n'existe pas dans le monde urbain où on a une consommation de viande un peu moindre. Et donc en réalité, la difficulté, elle est partout, la complexité est partout. Et oui, en effet, l'éducation a vocation à accompagner. Je ne dis pas qu'elle le fait de façon universelle et parfaitement bien, parce que c'est compliqué, et parce que le sujet pousse très fort depuis très peu de temps. Parce que pour l'instant, ça dépend du bon vouloir du chef d'établissement. Non, pas tout à fait. On a quand même mis en place des cadres nationaux qui sont importants. Il y a 2 circulaires 2019-2020 qui posent des cadres, et ces cadres s'imposent quand même au rectorat absolument partout. Les éco-délégués, typiquement, c'est la circulaire de 2019, renforcée par celle de 2020. Donc non, il y a des cadres. Après, il y a, et c'est bien normal, un espace d'autonomie qui est laissé au chef d'établissement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça pousse tellement sur ce sujet-là que personne, aujourd'hui, dans un établissement, ne peut résister, d'une part, à entreprendre des choses parce que ça correspond à l'attente collective, mais parce que c'est un outil de connaissance. C'est un outil aussi de confiance. C'est un outil même d'espérance. Vous voyez, on peut aimer Greta Thunberg parce qu'elle pousse un cri, et elle a raison de le pousser, parce que légitimement, les jeunes peuvent être en colère. Mais ça ne suffit pas. Il faut donner des solutions, il faut avancer collectivement, il faut avoir le cœur et le corps bien chevillés, mais l'espoir, il faut l'avoir. Et cet espoir, il se construit par la connaissance. Et je crois beaucoup au rôle de l'école auprès des jeunes là-dessus. Donc les jeunes peuvent faire beaucoup, mais pas seuls. La pression sur Clément, sur Clément. Pas que sur moi, tous les lycéens. Non, c'est l'espoir, au contraire. Je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, ce qui est important, et probablement pour les mois et les toutes prochaines années, c'est de comprendre que c'est un sujet qui peut être extrêmement clivant. C'est un sujet où on peut facilement désigner à la vindicte populaire ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont fait, etc. Et c'est une tentation assez naturelle. Et donc, c'est un sujet qui peut être politiquement porter des conséquences graves sur la collectivité, sur l'harmonie et sur les synergies qu'on peut... Mais on peut inverser les choses. C'est aussi un sujet d'une réflexion collective qui peut amener à imaginer un autre type de projet de société, d'autres types de métiers, d'autres types de solidarité, et à partir de connaissances qui ne font pas débat, c'est-à-dire que ce n'est pas des opinions. Ce que sort le GIEC, c'est des constats scientifiques, c'est des milliers de rapports. Donc si on commence à réfléchir à partir de là, le projet de discussion, le projet d'élaboration, d'intelligence collective et individuelle peut naître. L'info en plus avec Irina. Allez Irina, on parle d'une association qui tente de sensibiliser aussi bien les élèves que les adultes. Ça s'appelle la Water Family. Elle a pour mission d'éduquer la préservation de l'eau, de notre santé et de l'ensemble du vivant. L'association lutte pour que l'écologie devienne une matière principale à l'école. Elle a lancé une pétition pour enseigner l'écologie en classe et en pleine nature pour préserver la vie. Elle a récolté plus de 1700 signatures. Plusieurs personnalités du sport et de la télé ont notamment participé à ce manifeste, comme Laurie Tillman, Juan Arbelez ou encore Benjamin Dutreux. Et depuis 2009, cette association développe des programmes pédagogiques complets pour les établissements scolaires, mais aussi pour les entreprises. Et plus de 20 000 jeunes sont sensibilisés chaque année grâce à cette association. Ces programmes pédagogiques, ils ressemblent à quoi? Alors, la Water Family développe des parcours pédagogiques en 3 temps. Il y a d'abord le temps de la connaissance. Donc, vous pouvez télécharger sur leur site internet plusieurs leçons autour de l'écologie. Il y a le deuxième temps, le temps du jeu, où vous avez des plateaux de jeux comme des jeux de société ou encore des quiz que vous pouvez accéder sur leur site internet. Et encore le temps de l'expérience, les Odyssées Juniors. Depuis 2012, cet événement regroupe des enfants autour d'ateliers. Alors en fait, il y a des fiches pédagogiques et des ateliers ludiques pour apprendre à devenir responsable. Et selon l'association, un enfant sensibilisé, c'est 7 adultes informés. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. L'évangélisation des jeunes vis-à-vis des adultes. Les enfants ont un gros impact sur leurs parents et sur tous les adultes, visiblement. On parle de l'ultime combat de Napoléon dans un instant, c'est signé Samuel Cazenave, mais j'ai cette question avant, puisqu'on a beaucoup parlé des enjeux climatiques, et aussi, on est chez School TV, on est très axé sur le numérique, sur le digital. Est-ce que justement les deux peuvent être conciliables? L'école de demain, est-ce qu'elle peut être à la pointe des questions digitales et en même temps des enjeux
climatique. À votre avis, Clément Spiegel? Je laisse réfléchir. Samuel Cazenave. Écoutez, c'est une évidence. On peut pas. C'est non seulement le numérique, mais c'est même l'intelligence artificielle. Il y a un énorme enjeu là-dessus. On ne peut pas concevoir le monde sans l'évolution, sans la relation entre l'homme et l'intelligence artificielle. Donc, du point de vue de la connaissance, de l'accès à la Nos écoles demain, il y aura des poulaillers devant, il y aura des panneaux solaires, peut-être comme chez vous dans le 5e arrondissement de la capitale. Peut-être qu'on gérera intelligemment les poulaillers avec l'intelligence artificielle qui sera à côté de nous pour nous aider à la relation avec la biodiversité locale, à savoir comment on l'enrichit, comment on la déploie, etc. Bien sûr, évidemment, moi je crois ça. Je pense qu'il faut avoir un usage intelligent du numérique aussi, parce qu'il a un coût pour l'environnement et pour le climat. Tout le monde le sait. Et ce coût-là, donc, il doit être maîtrisé. C'est d'ailleurs entré aussi dans la loi à l'occasion de la loi climat résilience. Je pense que les deux sujets sont indissociables et je pense que, par exemple, l'outil numérique, c'est aussi une façon de relier des jeunes ici avec des jeunes d'Afrique, avec des jeunes d'Asie, et de comparer les biodiversités, de faire de la science participative à grande échelle avec ces outils d'analyse, ces outils de comparaison. Ça me paraît absolument essentiel et indissociable. Toute chose doit être faite avec mesure. Quelle école pour demain? Un mélange entre la tech et les enjeux climatiques? Alors, si je me souviens bien... Vous avez 2 heures. Alors, les 3 axes majeurs du développement durable, c'est l'économie, l'environnement et la société, il me semble. Donc, au niveau de la société, évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, informatique, etc., c'est très important, bien sûr, pour relier les gens entre eux, avec l'Afrique, l'Europe, etc. Pour tout ce qui est environnement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Des robots, par exemple, tout ce qui est numérique, avec des drones notamment pour surveiller les champs, pour voir où c'est bien arrosé, avec des infrarouges, etc. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui se fait bien. Ce sont des questions justement que vous traitez au sein du CAVL ou pas du tout? Ce n'est pas des choses que nous traitons pour le moment au sein du CAVL, mais ça viendra peut-être. En fait, c'est toujours, il faut que les élus mènent la conversation, qu'on commence à la porter au sein des réunions et ensuite on pourra en discuter. L'ultime combat de Napoléon, c'est chez Ginko, Samuel Cazenave. J'espère que c'est pas prémonitoire quand même. L'objet de ce roman, et merci de l'évoquer, l'objet du roman, il est tout simple, c'est de dire ayons une réflexion sur les raisons pour lesquelles la société est dans ce moment de très grande fragilité, qui doit conduire à imaginer un autre projet. Et je le fais avec le regard dans un roman, avec le regard de Napoléon, de là où il est. Parce que la fin, je le dis, c'est pour 2024, c'est ça? C'est dans pas longtemps. Oui, ça nous arrange pas, Samuel Cazenave? Non, pas trop. À personne. Ça n'arrange personne ici, rassurez-vous. Mais surtout les jeunes. C'est une alerte. Plus qu'une fin. C'est plutôt une alerte et un espoir en réalité. Parce que le livre est un livre d'espérance. C'est un livre de connaissances et de valeurs. Et je pense que l'école aussi, on ne l'a pas précisé, mais elle a cette vocation. Elle a la vocation, en permettant de comprendre le monde, de trouver sa place. Et sa place, c'est aussi le respect de celle des autres. Donc ça renvoie aussi vers la démocratie, ça renvoie vers le système qui est le nôtre, mondial, national, international, européen. Dernière question, et là encore une fois, vous avez 2 heures. Quels axes de progrès pour l'école? Pardon? Quels axes de progrès pour l'école? Quels axes de progrès? Alors, 2 heures. Quel est le sujet qui revient le plus souvent, peut-être, pendant vos réunions du... Cette année, en ce moment au CVL, on a surtout évoqué le baccalauréat parce que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais bon, c'est pas tellement le sujet. Quand on parle de développement durable, c'est surtout le tri dans les poubelles, à vrai dire. Il faut encore s'améliorer. Ça se fait plutôt bien dans certains établissements, certains collèges. Mais je posais la question de manière générale. Oui. Pas sur le développement durable forcément, mais quels sont les axes de progrès à l'école aujourd'hui? Et ça, à mon avis, il y en a pas mal. Peut-être encore un peu plus d'égalité entre les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui, chez lui, a accès à un ordinateur, à Internet, à ses parents pour l'aider à faire ses devoirs, à des aides encore en plus, babysitter, je ne sais quoi, sera forcément très avantagé par rapport aux autres. Donc forcément, sur l'égalité, il y a encore énormément de progrès à faire. Sur l'égalité, sur l'inclusion, il y a encore des progrès? L'égalité, c'est l'égalité devant la connaissance d'abord. Et c'est la vocation de l'école publique, en général, c'est de fournir à chacun la capacité de s'émanciper par le savoir. Donc ça, c'est un travail. Je crois que ce travail, il a été très bien engagé par Jean-Michel Blanquer, très bien fait à plein d'égards.
le dédoublement des classes, l'aide aux devoirs, etc. Il y a beaucoup de démarches qui ont été mises en place et qui, vous le verrez dans les tests PISA récents, montrent qu'il y a eu une progression sur le primaire. La première des choses pour l'école, c'est de faire en sorte que le niveau des enfants soit plus élevé, qu'ils soient plus en mesure de comprendre techniquement, avec les outils intellectuels, le monde qui vient. Et puis ensuite, il y a tout le reste. Il y a effectivement l'égalité entre les filles et les garçons. Il y a l'éducation à la sexualité. Il y a la lutte contre le harcèlement. Toutes ces choses du monde actuel qui brassent en fait les enfants, qui ne sont pas que des élèves, qui ont une vie après l'école, qui ont une vie pendant les vacances. Et au fond, l'école, elle est au milieu de tout ça et doit essayer de faire venir tous les bons partenaires pour mettre du sens et pour protéger les enfants. On l'a vu pendant la crise. On a vu cette école ouverte qui a plus protégé les enfants que si elle avait été fermée. L'école, pilier de notre République. Merci encore à tous les deux pour vos témoignages. Samuel Cazenave, conseiller EDD du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je rappelle votre ouvrage, L'ultime combat de Napoléon. C'est aux éditions Ginko. Et un grand merci à Clément Spiegel. Merci. Bon courage pour le bac, parce que je sais que vous avez la pression en ce moment. Alors, moi je suis en première. Donc, je sais bien. Le bac français en fin je sais d'année. bien. Mais, mais ça commence. Oui, ça commence. Ça commence. On en reparle très bientôt. Irina, à très vite pour un nouveau numéro de School TV, le MAG.